Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents ce matin dans l'amphithéâtre Jacqueline Liechtenstein, qui est bien rempli, et ça me fait plaisir de voir cette assistance nombreuse pour une journée d'études qui s'inscrit dans un cycle maintenant ancien, puisque c'est en 2019 que l'Institut des sciences sociales du politique et l'Institut national du patrimoine ont convenu que les élèves de l'Institut national du patrimoine et les doctorants de l'Institut des sciences sociales du politique mettraient en œuvre une journée complète de réflexion sur des thèmes qui étaient d'intérêt commun pour les deux institutions. Une institution de recherche et une institution hybride, comme vous le savez, qu'est l'Institut national du patrimoine, mais où la recherche doit trouver progressivement toute sa place. Les thèmes qui ont été développés, Séverine Bléner-Michel, notre directrice des études, me le rappelait à l'instant, les thèmes qui ont été développés dans le cadre de ces journées ont été des thèmes importants, voire essentiel, et je crois qu'il marque année après année un état de la réflexion sur les questions patrimoniales, puisque nous avons traité successivement le sacré dans le patrimoine, patrimoine et catastrophe, sujet ô combien d'actualité, patrimoine et censure, et nous avions récemment en écho 2 journées d'études sur exposer les objets sensibles, ici à l'Institut national du patrimoine. Patrimoine, culture et commun, qui là aussi a été, je crois, un moment important de réflexion théorique sur cette notion de commun appliquée au domaine patrimonial. Et l'année dernière, le patrimoine en quête d'intérêt général. Je crois que la journée d'aujourd'hui ne déroge pas à la règle, et son sujet, la nature du patrimoine, et de ceux qui nous occupent essentiellement en ce moment, non qu'il soit particulièrement contemporain, c'est une question qui se pose depuis fort longtemps, et la question de la patrimonialisation de la nature à côté, en parallèle avec la patrimonialisation de la culture et des biens culturels est quelque chose d'ancien. Si on feuillette, par exemple, le Tour de France de 2 enfants de Bruno, on voit apparaître des personnages historiques patrimonialisés, un certain nombre d'événements historiques patrimonialisés, des monuments culturels, mais aussi le cirque de Gavarnie ou le Mont-Saint-Michel, et on voit que cet ensemble fait partie du patrimoine commun que l'on souhaite transmettre aux petits Français d'alors. Et cette notion est évidemment réactualisée par toutes les questions que nous nous posons dans un contexte de pression démographique, urbanistique, de questions sur la déperdition de nos ressources naturelles. Et donc, à nouveau frais, cette question nous est posée aujourd'hui. Elle nous est posée aussi, je trouve, par la confrontation avec des modèles étrangers, très différents parfois du nôtre, où nous avons eu en France 2 législations qui se sont mises et 2 organisations qui se sont construites parallèlement, alors que dans d'autres pays, l'imbrication entre la protection du patrimoine naturel et du patrimoine culturel s'est faite de façon beaucoup plus croisée. J'en prends pour exemple les coopérations que nous avons avec un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, où le modèle n'a pas été un modèle Beaux-Arts, mais plutôt un modèle inspiré du Muséum national d'histoire naturelle, et où nous retrouvons ces croisements entre patrimoine naturel et patrimoine culturel. Et donc cette hybridation qui
commence à advenir dans le droit français et dans nos institutions françaises, lentement, il faut bien le dire, et la disproportion de taille entre les ministères de rattachement empêche sans doute que les choses aillent plus vite, et quand même un fait, je pense, important et sur lequel nous avions besoin de cette journée pour éclaircir nos esprits et nous engager à penser ces questions dans un contexte approfondi. Je remercie évidemment Vincent Négri qui nous accompagne à tellement de titres qu'il serait trop long de le dire. Ici, vous enseignez le droit du patrimoine, vous nous accompagnez au sein du conseil scientifique, voilà, ça fait partie, ça c'est les deux grands pôles, mais enfin il y a beaucoup d'interventions autres qui ponctuent la relation que nous avons avec vous, et je saisis le moment aussi pour vous dire combien il est appréciable de pouvoir compter sur vos conseils, votre expertise, et toujours dans un cadre extrêmement amical pour avancer sur un certain nombre de réflexions. Je remercie tous les doctorants et tous les élèves qui ont participé à l'organisation, à la conception sous votre houlette bienveillante et de cette journée, avec un programme à la fois très riche, mais dont j'admire aussi qu'il n'a pas voulu aller trop embrasser, c'est-à-dire qu'on sent qu'on va pouvoir tenir dans les frontières de cette journée. Et puis évidemment, je remercie chacun des intervenants qui a pris le temps de préparer cette réflexion et de venir nous en offrir le fruit aujourd'hui dans un dialogue qui sera, j'en suis sûr, tout à fait passionnant. Je vous souhaite d'excellents travaux, de fructueux travaux, et j'espère que l'année 2024 sera à la hauteur des 6 années précédentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles, de ces mots d'accueil. Et puis, à mon tour, de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Institut des sciences sociales et politiques pour cette 6e édition, donc de cette rencontre entre un groupe de doctorantes et doctorants et puis des élèves conservateurs et conservatrices, donc de l'INP. Donc, c'est toujours un moment particulier. Je dirais que c'est le moment de cette rencontre, finalement, entre des chercheurs de disciplines qui, sur le papier, pourraient effectivement converger, mais on sent bien chaque fois qu'il y a un moment où il faut que chaque discipline s'apprivoise l'une l'autre. Et c'est peut-être dans ce moment-là, moi, ce que je préfère, ce moment-là de la rencontre que je préfère, c'est d'observer comment se tisse en quelque sorte une relation et finalement comment chacun ménage l'autre dans ses propres exigences disciplinaires. Et donc, je trouve que ce qui marque aussi ces journées, c'est de le placer sous le signe de l'interdisciplinarité. Et finalement, dans cette recherche constante de regards croisés, il y a peut-être une découverte pour les élèves conservateurs, c'est de se rendre compte qu'on peut penser le patrimoine à partir du droit, que le droit n'est pas simplement une discipline instrumentale, hein, un petit peu mécaniciste, qui consiste avec des procédures à régler des comportements et à réguler des actions. Non, que l'on peut aussi, à travers le droit, je dirais envisager comment une société se pense elle-même et de voir que le droit n'est pas aussi un ensemble de règles figées, mais qu'elles sont évolutives, qu'elles ne sont pas les mêmes dans les pays limitrophes, qu'il y a des strates différentes entre le niveau national et international. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de ces journées, c'est de nous mettre en situation de porter un autre regard sur la fonction du droit et de penser, je vous ai dit, la société par le droit. Et puis, je pense que du côté des doctorants, et
Alors, il y a un noyau dur de doctorants, c'est les doctorants et doctorantes de l'ISP, et puis au fil des années, et c'est peut-être aussi la marque du succès de ces journées, on agrège des doctorants qui viennent de Paris 1, qui viennent d'autres universités, et donc peut-être ça prouve que notre initiative s'inscrit dans une dynamique qui rebondit au-delà, bien évidemment, des frontières de mon centre, de notre centre de recherche, donc l'Institut des sciences sociales du politique. Et je pense que pour ces doctorants-là, c'est aussi une découverte, c'est-à-dire que alors, ils font tous des thèses sur le droit du patrimoine ou le droit de la culture, mais vous voyez bien, je dirais que les juristes ont ce site particulier qui peuvent travailler, je dirais, en chambre en quelque sorte, c'est-à-dire que d'être un peu hors sol, c'est-à-dire d'avoir leurs propres outils, leurs propres référentiels, et puis de mouliner tout seul, ça on sait le faire, ça voilà. Et c'est peut-être effectivement un travers qu'il faut éviter à tout prix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à mettre à l'épreuve ses propres certitudes. Les juristes sont souvent empreints de nombreuses certitudes, puisqu'ils ont un droit qui est codifié. Donc à partir de là, voilà, en principe, on sait où on est. Ou au moins, on sait où on devrait aller. Et parfois, donc, de mettre à l'épreuve, c'est de se rendre compte que le chemin n'est pas toujours aussi bien balisé que ce que l'on pourrait imaginer. Et que parfois, il y a peut-être effectivement des moments donnés où il faut savoir prendre des diagonales. Et c'est peut-être dans ces chemins de traverse que finalement se noue aussi la recherche. C'est-à-dire que ne pas hésiter à prendre des chemins qui, a priori, ne sont pas bien tracés, mais qui sont peut-être féconds de nouvelles approches et de nouvelles manières de penser le patrimoine culturel. Et donc, voilà ces quelques mots. Et pour introduire avec Charles Personnat, que je remercie de nous accueillir au sein de cet auditorium, et puis pour ce compagnonnage, Charles vous l'a exprimé depuis plusieurs années. Puis remercier bien évidemment le groupe d'élèves conservateurs et conservatrices de l'INP qui s'est fortement engagé, et puis les doctorantes, et le doctorant, puisque c'est un aéropage qui est quand même très féminin du côté des juristes, mais je pense que du côté de l'INP aussi, me semble-t-il. Donc, je pense qu'on a effectivement, dans ce groupe, on a un doctorant qui est isolé au milieu, effectivement, d'une assemblée de conservatrices et de doctorantes. Donc, merci à vous toutes et à lui d'avoir joué effectivement le jeu pour tisser le programme de cette journée, et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Le colloque d'aujourd'hui, donc la nature du patrimoine, est le résultat d'un travail collectif, donc comme il vient d'être dit, entre les élèves conservatrices de l'Institut national du patrimoine et les doctorantes et docteurs en droit de l'Institut des sciences sociales du politique. Il s'agit de la 6e édition de colloque interdisciplinaire entre ces deux institutions. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans Vincent Négri, chercheur à l'ISP, qui nous a aiguillés dans cette réflexion collective. Nous le remercions de nous avoir permis de construire cette journée d'études à la croisée de nos deux champs disciplinaires. Merci également donc à l'INP et à l'ISP pour leur soutien logistique dans l'organisation de cette journée. Nous remercions bien évidemment et vivement les intervenants d'avoir accepté notre invitation. Et puis enfin, merci à vous tous d'avoir répondu présent à ce colloque qui, nous l'espérons, apportera donc par son regard croisé entre universitaires et professionnels de la culture de nouvelles pistes de réflexion sur la problématique émergence des relations de connivence entre nature et culture. Nous avons décidé de nous demander cette année en quoi les résonances ou au contraire les dissonances qui s'établissent entre le droit et la conservation du patrimoine permettent d'interroger la limite séparant nature et culture. Le dialogue, établi tout au long de la journée
entre le monde universitaire et celui de la conservation, entre les champs du droit et de la culture, permet de remodeler deux blocs théoriques pour dépasser les monolithes édifiés de longue date et en faire une véritable sculpture maniériste dans laquelle ces deux univers s'entrelacent. Ce rapprochement entre deux ordres de réflexion, donc toujours le droit et la conservation du patrimoine, nous avons souhaité en jouer pour jeter le désordre dans un dualisme nature-culture largement remis en question déjà depuis un certain nombre d'années dans le domaine de l'anthropologie et notamment en la personne de Philippe Descola. Nous espérons dépasser ce dualisme et instaurer plutôt, à partir d'une réflexion sur la nature du patrimoine et surtout sur ce que ces deux notions de nature et de patrimoine ont finalement de bien peu naturel, une connivence entre nature et culture. La nature et la culture sont en effet deux axes conceptuels qui, dans leur ramification, tentent à se rejoindre. La nature peut se faire objet de patrimoine dans les collections de Naturalia, par exemple, ou dans un patrimoine culturel immatériel intégrant les façons culturellement situées de s'insérer dans ce qui est perçu comme naturel. La culture produit en effet une nature en ce qu'elle en dessine les contours. Selon la déclaration de Mexico de 1982, la culture désigne les traits d'un groupe social et donc, entre autres, les frontières que ce groupe trace entre nature et culture. La patrimonialisation et par là l'intégration au champ de la culture de ce qui est d'abord considéré comme naturel, ou bien l'élaboration d'objets hybrides tels que le paysage, mettent en mouvement cette dichotomie apparemment figée. Nature et culture se rejoignent dans une communauté de destin que l'angoisse de leur perte, toujours plus prégnante aujourd'hui, souligne douloureusement. Le droit du patrimoine et de l'environnement, mais aussi les droits culturels et droits de la nature, invitent précisément à repenser les relations établies entre nature et culture et par là à réinvestir ces concepts en les dotant d'un sens nouveau. S'interroger sur ce qui donne droit à, se demander ce qui doit être protégé par le droit ou patrimonialisé et préservé par là, puis conservé, revient à se pencher sur notre rapport culturellement situé au vivant. Plutôt que de penser mécaniquement la culture contre la nature, les logiques de reconnaissance et de protection invitent à cultiver ce que l'on souhaite protéger contre ce qui le menace. Le dialogue que nous souhaitons construire au cours de cette journée entre experts du droit et professionnels de la conservation des patrimoines culturels et naturels s'organise autour de 4 thèmes. La première session, intitulée « Quand la patrimonialisation de la nature redéfinit la nature du patrimoine », vise à répondre à une double question, à savoir comment la nature a été pensée et construite comme objet patrimonial et comment la patrimonialisation de la nature a contribué en retour à redéfinir les contours du patrimoine. La seconde session, faire face à la perte irréversible du patrimoine, se concentre sur la notion de perte, dont découle celle du préjudice dans la définition d'un système de responsabilité. La troisième session, nature et création artistique des frontières hybrides, interroge notre rapport au vivant, à la biodiversité et au milieu naturel. Enfin, la quatrième session, inventer de nouvelles formes de patrimonialisation, questionne le rôle des sociétés, des individus dans la préservation du patrimoine culturel, ainsi que leur responsabilité dans la mise en œuvre de politiques de préservation d'un patrimoine commun. Chaque binôme d'intervenantes et intervenants reprend dans sa composition l'association du droit et de la culture qui est au cœur de cette journée. Les interventions du binôme seront modérées par une doctorante en droit public ou une élève conservatrice du patrimoine et suivies par un temps de discussion au cours duquel vous pourrez poser vos questions. Ces moments d'échange vous permettront donc de vous adresser aux personnes et nous vous prions de les attendre pour vous adresser à eux. Et donc nous voulions conclure sur quelques mots qui ne nous appartiennent pas. Dans son roman « Colline », publié pour la première fois en 1929, Jean Giono lie ainsi étroitement le sauvage, les cultures et la culture. Il pose la question suivante. Cette terre qui s'étend large de chaque côté, grasse, lourde, avec sa charge d'arbres et d'eau, ses fleuves, ses ruisseaux, ses forêts, ses monts et ses collines, et ses villes rondes qui tournent autour au milieu des éclairs, ces hordes d'hommes cramponnés à ses poils, si c'était une créature vivante, un corps. À sa suite, nous souhaiterions nous demander aujourd'hui, ensemble, quelle est la nature même, en fait et en droit, de ce que nous souhaitons préserver,
de ces notions finalement vivantes, elles aussi, de nature et de culture. Nous laissons maintenant la parole aux intervenants de la première session et nous souhaitons à tous une excellente journée. Je te mets où tu veux, plutôt là. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer la première session intitulée « Quand la patrimonialisation de la nature redéfinit la nature du patrimoine ». Cette première session se veut avant tout introductive. Il s'agit ici de jeter les bases théoriques, aussi bien juridiques qu'historiques, dans le domaine de la conservation du patrimoine matériel, immatériel et naturel. Pour cela, Agathe Frochot et Lily Martinet exposeront leurs réflexions sur la façon dont la nature a été pensée et construite comme objet patrimonial au cours des 19e et 20e siècles, et comment la patrimonialisation de la nature a contribué en retour à redéfinir les contours du patrimoine. Agathe Frochot est conservatrice du patrimoine dans la spécialité PSTN, sortie de l'INP et de l'INET en 2023 avec la promotion Michel Perrault. Formée à l'École normale supérieure Paris-Saclay en sciences sociales, elle se spécialise en histoire des sciences, en histoire des sciences et de l'environnement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Au cours de différentes recherches universitaires, elle a travaillé sur l'histoire des savoirs en montagne au XIXe siècle et la mise en place des premiers parcs dans les Alpes. Depuis bientôt 1 an, elle est directrice du Muséum départemental des Hautes-Alpes. Lily Martinet est chargée de mission pour le patrimoine culturel immatériel, qu'on nommera après PCI, auprès du département de la recherche, de la valorisation et du PCI au sein de la délégation à l'inspection, la recherche et l'innovation de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture. Elle a été responsable de 2021 à 2022 du Centre français du patrimoine culturel immatériel et de 2018 à 2021, elle a occupé le poste de Senior Research Fellow à l'Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural. Elle a soutenu en 2017 une thèse sur les expressions culturelles traditionnelles en droit international, publiée aux éditions de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne. Alors, une petite précision, on vous l'a dit tout à l'heure, un temps de questions est réservé après les deux interventions. Et petite précision purement pratique, les micros s'allument automatiquement. Il n'y a pas besoin de taper dessus, il faut juste continuer à parler. Et voilà, et on fera passer les micros pour le temps de questions à la fin. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation au comité d'organisation. Ça me touche d'autant plus que l'année dernière, en fait, j'étais à leur place pour organiser une journée d'études plutôt sur la question de l'intérêt général. Donc voilà, je suis très contente de passer de l'autre côté de la table aujourd'hui. Donc l'invitation qui m'a été faite a été posée comme telle. Donc on m'a demandé de savoir comment la nature a été pensée et construite comme objet patrimonial au cours des 19e et 20e siècles et comment la patrimonialisation de la nature a contribué en retour à redéfinir les contours du patrimoine. Donc je vais vous proposer aujourd'hui une intervention plutôt historique pour poser les bases de cette journée avec plutôt une vision sur la France puisque finalement la construction du patrimoine naturel rejoint beaucoup en fait la construction de l'État-nation et de l'identité nationale en France. Et donc voilà, c'est le périmètre que j'ai choisi d'aborder en sachant que l'intervention suivante portera sur un périmètre beaucoup plus large avec le patrimoine mondial. Donc pour aborder cette question en fait de finalement les premiers espaces naturels à avoir été protégés, finalement il faut se demander qu'est-ce que signifiait la nature en fait au XIXe siècle et au sortir de la Révolution française en fait quels étaient les contours de ce que les contemporains de l'époque entendaient par nature.
Et bien finalement, à ce moment-là, la nature est inventoriée, elle est investiguée par les sciences et techniques, notamment dans le cadre des empires coloniaux. Et au même moment, en fait, la nature et les paysages deviennent l'objet d'un caractère spirituel et émotionnel dans le cadre du romantisme qui aussi se développe au XIXe siècle en Europe. Et des travaux récents en histoire environnementale montrent que la fin du XVIIIe siècle est aussi le moment de l'émergence d'une conscience environnementale avec les débuts d'une réflexion autour d'un changement climatique qui serait causé par les activités humaines. C'est ce que les historiens Jean-Baptiste Fressoz et Locher et d'autres ont montré autour de, par exemple, le lien entre déboisement et inondation, mais aussi les travaux de Caroline Ford. Donc finalement, c'est dans ce contexte-là qui est à la fois un contexte où de nouvelles craintes et de nouvelles fascinations émergent autour de la nature, que finalement certaines protections émergent autour de paysages et de sites, notamment en France. Donc la question centrale est de savoir dans quelle mesure ces outils de protection, ces premiers outils de protection, ont été inspirés et sont à relier à la dynamique de patrimonialisation de la culture, qui effectivement se développe également au sortir de la Révolution française. Finalement, cela revient à se demander si les mesures de protection de l'environnement qui émergent sont plus préservationnistes ou conservationnistes. En fait, ce sont les deux grands courants qui s'opposent, notamment aux États-Unis, au sujet de la protection de la nature. Donc, le préservationnisme protège plutôt les sites, moins pour des raisons écologiques que esthétiques et historiques. Il procède d'une nostalgie environnementale attachée à certains paysages qui sont véritablement considérés comme patrimoine, menacés de destruction par les aménagements humains notamment. Donc, c'est une vision plutôt qui dissocie les activités humaines de la préservation de la nature. Et c'est cette vision-là qui a été dominante en France au XIXe. Quant à lui, le conservationnisme vise plutôt à aménager en fait à la fois des activités humaines dans des sites protégés, notamment pour l'exploitation du bois, par exemple dans les forêts. Et c'était plutôt les forestiers justement des eaux et forêts qui défendaient ce type de mesures. Donc en France, on constate depuis 1800 que c'est plutôt le préservationnisme qui domine, avec cette vision très monumentaliste et culturelle de la nature, à relier donc vraiment à la patrimonialisation de l'histoire et la mise en mémoire de finalement l'histoire de France. Donc sans explorer toute la gamme des nouvelles initiatives environnementales qui émergent depuis la fin du XVIIIe, on va en aborder quelques-unes, les plus importantes, avec bien sûr ce lien avec le juridique, avec la présentation de quelques lois, même si mon approche est surtout historique. Et puis on verra plutôt dans un second temps comment des protections plus récentes ont pu intégrer la culture, avec notamment le cas des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux. Donc je précise aussi que je parlerai beaucoup plus de la protection des espaces que des espèces, puisque on a vraiment deux courants assez différents. Et bien qu'on aurait pu parler aussi de la question des collections d'histoire naturelle dans les musées et les muséums, je pense que j'ai choisi un périmètre plutôt autour du paysage et des espaces. Donc bien sûr, comment ne pas commencer cet exposé en abordant le sujet de la forêt de Fontainebleau, qui est la première protection en fait d'un espace naturel en France en 1861. Et finalement, je voulais revenir un petit peu à la genèse de la mise en place de ces fameuses séries artistiques de Fontainebleau, en abordant finalement cette extension du domaine du patrimoine qui intervient dès le début du 19e. Avec l'idée de l'émergence de monuments naturels. Finalement, on va partir des monuments bâtis, des monuments culturels, pour aller vers des monuments naturels qui eux-mêmes sont investis de valeurs culturelles historiques, qui sont censés faire reconnaître une tradition partagée, rappeler un passé commun, justement au moment où les États-nations sont en train de se constituer, surtout en France. Et donc les promoteurs de cette notion de monument naturel sont plutôt des artistes, des poètes, des romanciers,
qui finalement se préoccupent moins des questions de préservation de la ressource naturelle que des valeurs esthétiques en fait des paysages et finalement malgré les inquiétudes environnementales qui sont en train d'émerger dont je vous parlais au début, et bien finalement ce sont plutôt des facteurs culturels qui vont mener à ces protections-là. Donc là, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Caroline Ford, donc, qui a travaillé sur la naissance de l'écologie en France au 19e. Donc bien sûr, Fontainebleau est le théâtre de la première mesure de protection de l'environnement en France, qui dresse un parallèle entre les musées d'art et d'histoire, les monuments historiques et cette forêt qui advient comme un véritable musée de la nature. Bien sûr, l'école des peintres de Barbizon est une force majeure dans cette transformation du regard sur la forêt, qui devient un site d'inspiration, un site de renouveau spirituel et de mémoire nationale. Et finalement, pour eux, la vie végétale n'a pas tellement de valeur pour elle-même, mais plutôt en tant qu'expression du passé et de l'histoire. Donc pourquoi ce changement de regard est-il intervenu ? Eh bien parce qu'on assiste à ce moment-là à une transformation de la gestion de cette forêt, avec l'idée qu'on veut en fait en exploiter les ressources sylvicoles. Et pour cela, eh bien, il faut remplacer finalement des essences peu productives sur le sol acide de la forêt de Fontainebleau par des essences plus productives, donc qui ont également une forme différente et un aspect différent. Et donc les eaux et forêts vont commencer à planter des essences de résineux qu'on dit semper virens, donc c'est-à-dire au feuillage persistant toute l'année, et qui ont une valeur symbolique nettement moins forte que les chênes qui étaient initialement dans cette forêt, qui étaient fortement associés à la figure de Saint-Louis. Et donc, bien sûr, les peintres commencent à s'insurger contre la transformation de ce paysage qu'ils souhaitent figer dans le temps. Et donc notamment Théodore Rousseau, à qui le Petit Palais a consacré une très belle exposition récemment et qui montre justement à quel point les peintures ont joué dans la mise à l'agenda finalement de cette protection. Et donc ce tableau qu'on a rarement l'occasion de voir en France, qui a été dans l'exposition qui s'appelle « Le massacre des innocents », ou abattage d'arbres dans l'île de Croissy, qui désigne bien sûr ces grands arbres qui sont progressivement mis à mal par l'administration forestière. Donc à force de discours, de pétitions et de tableaux et d'alliances avec d'autres groupes d'acteurs, la Société des Amis de la Forêt de Fontainebleau parvient à faire protéger les séries artistiques de Fontainebleau donc par un décret impérial en 1861, qui est donc la première mesure de protection d'un espace dit naturel en France, avec 1000 hectares et qui sont étendus à 1700 hectares un petit peu plus tard dans le siècle. Donc cette protection, elle cristallise pour de nombreuses années en France la victoire du préservationnisme sur le conservationnisme des forestiers. Et la forêt devient donc une véritable icône nationale naturelle, selon les mots de Caroline Ford, avec un parallèle important avec les monuments historiques, comme vous l'avez compris. La deuxième étape historique sur laquelle je voudrais revenir est la loi Bocquier de 1906, donc quelques 40 ans après, qui va bien au-delà finalement de ce point ponctuel de la forêt de Fontainebleau pour créer une mesure en fait qui s'applique à l'ensemble du territoire français, en tout cas métropolitain, et qui est aussi issue d'une lutte où justement cette vision très culturelle du paysage et des espaces naturels a abouti. Donc cette loi, elle est portée par un député du Doubs qui s'appelle Charles Bocquier, qui est sensible à la beauté des paysages et à leur dimension vraiment patriotique. Et il se mobilise à partir de 1899 pour défendre le non-aménagement d'une source qui est vraiment chérie des habitants du Doubs, qui est la source du Lison, qui a été peinte par plusieurs artistes, dont Gustave Courbet, dont je vous ai mis un exemple au tableau. Et finalement, l'aboutissement de cette mobilisation prend la forme d'une loi. Une loi dont l'application permettra la protection de nombreux sites pittoresques en France, avec la mobilisation d'un motif d'intérêt général qui est semblable à celui de la loi des monuments historiques de 1887. Mais je ne rentrerai pas non plus dans les détails juridiques à cet endroit-là. Donc cette loi, elle permet de classer des sites. Ces sites sont classés par
sont proposés par des commissions départementales des sites qui définissent des listes, et c'est bien le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts qui arbitre le choix final. Donc on voit bien cette vision très culturelle, puisque c'est le ministère des Beaux-Arts qui décide des sites classés. Donc, parmi eux, on voit différentes catégories de sites. Beaucoup, finalement, sont liés à un monument historique ou à un bâtiment important pour l'histoire d'un territoire ou l'histoire de France. Et finalement, on a rarement une nature qui n'est pas entièrement façonnée par l'humain qui est protégée, en fait. Parfois, quand il s'agit seulement de sites, disons, moins façonnés par l'homme, on va avoir juste un arbre qui va être protégé ou un ensemble d'arbres, mais qui sont souvent isolés de leur lieu d'implantation, qui sont moins protégés pour un écosystème qui les abriterait plutôt que pour la beauté d'un spécimen en particulier qui est dit remarquable. Et finalement, pour les sites vraiment non bâtis, ce sont plutôt les critères du pittoresque et du sublime en fait, qui vont venir filtrer les sites protégés. Donc bien sûr, ces critères du pittoresque et du sublime sont aussi émergés au 19e avec une vision très culturelle de la nature. Et on constate, certains chercheurs ont constaté en tout cas que les sites qui étaient protégés étaient aussi ceux qui étaient mis en tourisme à partir du 19e. Donc il y avait aussi une forme d'instrumentalisation de la protection du site pour faire connaître en fait un site dans un territoire et attirer finalement ces premiers touristes qui venaient à la découverte de ces paysages pittoresques, qui étaient aussi reproduits dans des cartes postales, des photographies, etc. Donc plutôt un aspect très culturel. Donc en 1930, la loi elle évolue un petit peu avec l'adjonction d'un critère scientifique, mais finalement, cela ne débouche pas sur une approche naturaliste des sites. Elle permet juste de mieux positionner les sites par rapport aux monuments historiques. Donc en conclusion de cette première partie, on peut constater que les premières protections dérivées des monuments historiques relèvent beaucoup plus du développement touristique et de la mise en place des communautés imaginées des États-nations qui ancrent une partie de leur identité nationale dans des pans de paysages, plus que dans l'environnementalisme et des premiers temps de l'écologie politique finalement qui se développe sur d'autres combats, d'autres champs de lutte. On m'a posé la question plutôt de manière historique de poser les bases un petit peu de tout ça. Donc on va avancer dans le temps après Seconde Guerre mondiale pour analyser plutôt les catégories des parcs nationaux. Avant les parcs nationaux, il y a d'autres outils de protection qui ont émergé, qui sont les réserves biologiques. Elles ont plutôt eu une existence dans les colonies françaises, avec une approche très naturaliste justement, mais elles sont restées très minoritaires en France métropolitaine. Les formes de protection les plus puissantes sont les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, qui eux sont supposés intégrer la protection des patrimoines naturels et culturels. Il se concrétise par la promulgation d'une loi en 1960. Et de nouveau, les parcs nationaux sont marqués par une vision très préservationniste de l'environnement. Mais cette fois-ci, il y a quand même l'idée de faire cohabiter des critères écologiques. Notamment, le premier parc qui est créé en 1963 est celui de la Vanoise. Un des fondements de la création de ce parc est l'urgence de préserver et de régénérer une population de bouquetins des Alpes qui est en train de complètement disparaître du fait de la chasse. Et l'idée avec ce parc, c'est d'interdire vraiment ces pratiques de chasse, notamment dans une zone qui est appelée la zone cœur. Donc cette espèce, elle est emblématique à la fois pour les valeurs finalement biologiques qu'elle recouvre, mais aussi du point de vue de sa valeur symbolique, puisque ça devient un véritable emblème de cet espace-là. Donc cette protection des bouquetins a été nécessaire mais non suffisante à la création de cette aire protégée qui ne prend pas la forme d'une réserve mais bien d'un parc. Et certains défenseurs de ce parc veulent un parc culturel qui est susceptible d'assurer non seulement la sauvegarde des bouquetins mais aussi la sauvegarde de la culture des montagnards qui est mise en péril par les vagues d'exode rural. Et on souhaite sauver cette culture montagnarde non pas juste pour les montagnards mais aussi pour les touristes justement qui sont censés venir découvrir ces beautés naturelles et culturelles. Donc finalement, ce parc donne finalement une possibilité aux touristes de se régénérer au contact des bouquetins et de la culture alpine. Donc il y a aussi une zone périphérique qui est définie autour de la zone cœur, où il y a beaucoup moins d'interdictions finalement au niveau du patrimoine naturel.
Une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment un parc culturel, en fait, le parc national de la Vanoise, et jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment assisté à une vision intégrée de la protection des patrimoines culturels et naturels ? Eh bien, on peut d'autant plus se poser la question que dans les années 60, au-delà de l'émergence des parcs nationaux, il y a aussi une extension du domaine du patrimoine culturel, avec la naissance des écomusées à la fin des années 60, des travaux de sociologie et d'ethnologie qui font émerger des valeurs d'attachement au patrimoine bâti non protégé ou à des cultures, des langues régionales, des bâtis vernaculaires. Et on aurait pu penser que les deux allaient finalement converger dans les parcs nationaux. Et finalement, on peut constater que le parc de la Vanoise, comme d'autres parcs nationaux français, ont très peu investi les fonctions culturelles, telles que laissait imaginer le terme de parc culturel. Les sciences sociales ont été beaucoup moins mobilisées que les sciences du vivant. Et bien souvent, ce sont des aspects culturels très tape à l'œil en fait, qui ont été mis en avant, moins finalement l'histoire des migrations des populations, plus que l'histoire de l'alpinisme. Et l'alpinisme, bien sûr, qui a aussi voilà, un haut potentiel économique finalement dans ces sites-là, qui a été souvent présenté dans les sites d'interprétation, dans les lieux dits de mémoire, où finalement voilà, on parlait moins de bergers que d'alpinistes. Pour autant, ce sont plutôt les PNR qui ont vu se réaliser cette convergence entre patrimoine culturel et patrimoine naturel, avec une vraie vision intégrée de ces deux aspects-là sur des territoires qui vont bien au-delà des limites administratives, voilà, des communes, des départements ou des intercommunalités, puisque souvent les PNR tels qu'ils ont été mis en place en fait ont correspondu à des biorégions ou des aires culturelles, voilà, avec une identité un peu plus historique que administrative. Et donc les PNR émergent voilà, en 1967, donc quelques années après les parcs nationaux. Ils sont aussi pensés comme des structures de développement local. Et dans le premier article voilà, que je vais lire, on a vraiment cette synergie qui est exprimée. Donc, il s'agit de protéger des espaces avec un intérêt particulier par la qualité de son patrimoine naturel et culturel, pour la détente, le repos des hommes et le tourisme, et qu'il importe de protéger, d'organiser. Donc, ce sont souvent des structures qui sont portées par des collectivités locales, à la différence des parcs nationaux qui sont portés par l'État. Donc ça aussi, ça a un impact sur les dispositifs et les croisements qui ont pu être mis en place. Et on constate qu'il y a une véritable dynamique de patrimonialisation croisée qui est mise en place dans ces aires protégées. Alors, pas forcément jusqu'à... Enfin, quand on dit patrimoine culturel, finalement, on ne va pas seulement se référer au label de l'État, aux monuments historiques ou au musée de France, mais on va voir une vision beaucoup plus large du patrimoine culturel qui justement s'est étendue aux aspects immatériels également, ou à des labels plus locaux de protection du patrimoine bâti notamment. Et donc par exemple dans le domaine du patrimoine bâti, on remarque que l'existence d'un PNR va souvent favoriser des campagnes spécifiques d'inventaire autour de l'architecture vernaculaire. Dans le domaine des musées, on a parfois aussi souvent des réseaux de musées qui se mettent en place sur les PNR. Et là, je vous ai indiqué un exemple. Donc, dans le parc naturel régional d'Armorique, a été créé en 1988 à Ouessant un musée des phares et balises, donc qui a eu le label Musée de France et qui était porté par justement le ministère de l'Équipement et le parc naturel régional d'Armorique. Dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, il y a aussi beaucoup de synergies qui sont constatées. Et souvent, les PNR soutiennent en fait des candidatures d'inscription à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Et donc, on peut aussi imaginer qu'un PNR va appuyer et renforcer une candidature à l'inscription à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais bon, je pense qu'on traitera de cette question peut-être à la suite. Donc pour conclure, je dirais que en France métropolitaine, la protection du paysage assimilée à la préservation des sites monumentaux persiste encore dans de nombreux outils de protection
qui sont aussi parfois critiqués pour leur non-représentativité de ce qu'on appelle la nature ordinaire, et qui, de plus en plus, en fait, depuis 40 ou 50 ans, on a montré que cette nature ordinaire comptait aussi dans, finalement, la préservation de la biodiversité, la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Cette nature ordinaire, finalement, elle a moins bénéficié de cette vision monumentaliste de la nature. Mais pour autant, voilà, il y a d'autres outils qui se sont développés, comme les espaces naturels sensibles, qui permettent de mieux mailler le territoire aussi pour protéger des sites à haut potentiel écologique. Mais finalement, à l'image de l'extension du patrimoine culturel monumental vers le petit patrimoine, on assiste un petit peu de la même manière à ce développement toute une palette d'outils dans le patrimoine naturel. De la nature exceptionnelle des parcs à la nature ordinaire, des espaces ruraux et périurbains, qui a une nature indispensable à la vitalité des écosystèmes en France et dans le monde d'ailleurs. Et pour conclure, on peut dire aussi que la dynamique préservationniste a pu limiter la protection de certains espaces ou certaines espèces, mais elle a permis quand même de développer assez précocement une vision intégrée des aspects culturels et naturels d'un même territoire, et qui se concrétise aujourd'hui dans les PNR ou dans les grands sites de France, et qui inspire des croisements en dehors des aires protégées aussi sur ces deux types de patrimoine. Merci beaucoup Agathe pour cette introduction historique, et je voulais vous remercier pour l'invitation. Je suis très heureuse de participer à cette journée. Je voulais aussi présenter mes excuses parce que je ne pourrai pas rester pendant l'ensemble de la journée, et je devrais partir en fin de matinée, mais c'est avec des grands regrets parce que j'ai vu les présentations suivantes et j'aurais énormément aimé pouvoir les écouter et rentrer dans les discussions ensuite. Donc, je vais apporter une présentation complémentaire avec une perspective de droit international qui va s'intéresser plus particulièrement aux espèces, alors qu'on vient de voir plutôt le cas national avec les espaces. Et je vais utiliser un cas particulier qui est celui de la chasse pour vous présenter des perspectives de droit international sur des mécanismes qui assurent une confluence entre la diversité culturelle et biologique. Donc, la chasse, elle va vraiment permettre de mettre en lumière des mécanismes de mise en équilibre d'intérêts divergents entre protection des ressources naturelles et sauvegarde des pratiques culturelles. Donc la chasse, ça peut sembler assez original comme cas d'étude. Mais je vais essayer de vous démontrer pourquoi c'est pertinent, parce que je pense que ça permet vraiment de toucher les différentes catégories de patrimoine et d'avoir des enjeux qui sont très variés avec des branches différentes du droit international qui sont actionnées. Donc la chasse, elle va traduire le rapport d'une communauté avec sa terre, ses ressources naturelles et toute la diversité biologique qui lui sont rattachées. Elle est le fruit de l'interaction entre une communauté et la nature, et certaines chasses traditionnelles constituent un patrimoine culturel et matériel à part entière. Donc vous avez ici l'exemple de la fauconnerie. Donc, d'accord, merci beaucoup. La fauconnerie qui a été inscrite en 2016 sur la liste représentative comme patrimoine culturel et matériel, et c'est l'élément pour lequel on a l'inscription la plus large avec un nombre d'États le plus important. Donc c'est une pratique qui est vraiment partagée sur l'ensemble du globe. Donc ici on est vraiment dans la reconnaissance de la chasse comme patrimoine vivant, mais aussi la chasse peut être à l'origine d'expressions culturelles. Donc on peut penser à toutes les traditions alimentaires, mais aussi à des expressions culturelles musicales, comme l'art musical des sonneurs de trompe. C'est une pratique qui est née à la fin du XVIIe siècle pour l'animation des chasses et qui a été également inscrite sur la liste représentative en 2020
Donc c'est une inscription conjointe France, Luxembourg, Italie et Belgique. Et pour rentrer dans un aspect un peu plus matériel du patrimoine, la chasse peut aussi être une source d'inspiration pour les arts plastiques et graphiques. Donc là, ici, je vous ai pris voilà, des peintures qui sont plutôt préhistoriques, mais on peut penser à tous les tableaux de chasse avec les cavaliers en train de courir après un renard qui s'enfuit. Donc les produits issus de la chasse peuvent aussi servir de matière première pour l'artisanat traditionnel. On peut penser notamment au cuir, à la fourrure. Donc on peut avoir tout un ensemble de savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel qui vont graviter autour d'une pratique de chasse et des produits issus de la chasse. Elles sont aussi, ces pratiques synégétiques, à la source de nombreux savoirs écologiques traditionnels. Donc ça peut être par exemple des connaissances liées aux migrations ou encore aux périodes de nidification. Et là, on retombe encore dans le patrimoine culturel matériel avec le domaine des connaissances concernant la nature et l'univers. Donc on a tout ce patrimoine qui naît et est entretenu par des pratiques synégétiques. Et si une pratique synégétique traditionnelle disparaît, elle peut entraîner avec elle la perte de toutes ces traditions culturelles et plus globalement un amenuisement de la diversité culturelle. Donc pour certaines communautés, il est important de savoir que la chasse est considérée comme un droit culturel, donc c'est principalement pour les peuples autochtones. Et l'enjeu du maintien d'un type de chasse traditionnelle peut revêtir un caractère vital. Et dans ce cas, la chasse n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi l'une des composantes fondamentales d'un mode de vie. Et la chasse va faire partie des référents culturels qui vont venir forger l'identité collective culturelle de la communauté. Donc les droits de chasse, dans cette perspective des droits de l'homme, ça va être une réalisation des droits culturels d'une communauté. Ici, vous avez l'observation générale numéro 23 qui commente l'article 27 du Pacte international des droits civils et politiques et qui précise que les activités traditionnelles telles que la pêche ou la chasse font partie de la culture et sont protégées en tant qu'expression des droits culturels. Donc, cette observation générale, elle s'appuie sur un contentieux à l'origine, qui avait reconnu les droits de chasse comme des droits culturels. Et cet enjeu d'imbrication fait qu'on a des phénomènes de protection indirecte, c'est-à-dire à partir du moment où on va vouloir protéger la survie culturelle de la communauté, on va devoir protéger les espèces animales, et donc si on protège les espèces animales, on va devoir protéger leur habitat. Donc on arrive à travers une protection du patrimoine culturel à une protection des espèces animales, puis des espaces, donc un ensemble de protection du patrimoine naturel. Et pour arriver à englober l'ensemble de cette chaîne, on a besoin de concevoir une protection de l'environnement qui assure aussi l'utilisation des ressources naturelles. Donc c'est ce qui a été présenté avant avec cette distinction entre préservationniste et conservationniste, où on a besoin de prendre en compte l'utilisation des ressources naturelles et l'utilisation humaine de ces ressources naturelles. Et la recherche de cet équilibre entre protection de l'environnement et protection de la diversité culturelle, elle va être visible dans deux domaines juridiques que je vais couvrir successivement. Donc le premier, c'est celui des normes internationales qui visent la protection des espèces animales, et le second, c'est celui des dispositifs de protection du patrimoine naturel. Donc on va commencer avec le premier domaine, les normes internationales visant la protection d'une ou plusieurs espèces animales, qui sont les premières normes d'ailleurs qui ont été adoptées pour protéger le patrimoine naturel. Et dans ces normes, on a généralement une interdiction de la chasse. Cependant, ce qu'on va voir, c'est que nous allons avoir des exceptions qui vont être aménagées pour sauvegarder certaines formes de chasse. Donc, je vais vous parler d'un cas particulier qui est celui de la chasse aux phoques à fourrure, qui est un bon exemple pour comprendre le fonctionnement du mécanisme juridique de l'exception.
Donc c'est la première pratique cynégétique à avoir été régulée en droit international de façon officielle. À partir des années 1880, on va avoir une forme de chasse qui va se développer dans la mer de Bering qui s'appelle la chasse pélagique. Donc c'est une méthode de chasse qui consiste à chasser, capturer et tuer un phoque en mer plutôt que sur la terre ferme ou la glace. Donc ça change énormément de choses dans la méthode de capture. Et l'apparition de cette nouvelle technique de chasse, elle va être catastrophique pour les phoques à fourrure, puisqu'on va avoir une diminution très rapide du nombre de phoques, avec un risque de disparition. Et les États, au début, pour des raisons économiques, vont essayer de préserver les phoques et de les protéger pour pouvoir maintenir cette chasse. Et cette situation, elle va être à l'origine d'un différend qui va opposer les États-Unis à la Grande-Bretagne. Donc, il porte sur les phoques qui fréquentent les îles de la mer de Bering, et les États-Unis vont revendiquer un droit de propriété sur ces phoques, et ils vont saisir plusieurs bateaux canadiens qui pratiquaient la chasse pélagique, en expliquant que voilà, ils ne pouvaient pas pratiquer cette chasse sur ces phoques parce que ces phoques leur appartenaient. Et ce différend va être soumis à un tribunal arbitral qui va conclure que les États-Unis n'avaient ni droit de protection ni de propriété sur les phoques dans la mer de Bering, dès lors qu'ils étaient en dehors des eaux territoriales. Donc il n'y a pas de droit de propriété sur les phoques et les États-Unis ne pouvaient pas saisir les bateaux. Mais le tribunal ne va pas seulement se contenter de trancher ce différend, il va aussi édicter une série de règles pour protéger les phoques en dehors des limites de la juridiction des gouvernements, donc en dehors des eaux territoriales. Et il va notamment établir une zone dans laquelle la chasse aux phoques est interdite et une saison pendant laquelle la chasse est prohibée. Il va aussi mettre des règles sur les méthodes qui peuvent être empruntées. Et ce qui est intéressant dans cette sentence, c'est qu'on va avoir un dispositif avec une exception pour les Indiens sur les côtes du territoire des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Et cette exception, elle va venir préciser qu'ils sont autorisés à pratiquer cette chasse en dehors des périodes d'interdiction et qu'ils peuvent pratiquer cette chasse s'ils utilisent des moyens de chasse qui sont traditionnels, donc des pirogues, des embarcations non pontées. Ils doivent les faire bouger à l'aide de pagaies, d'avirons, de voiles. Et ils doivent utiliser des manières qui étaient utilisées. Oui, je sais, ma présentation est particulièrement. Enfin, j'ai calculé un peu plus courte, donc vous inquiétez pas. Donc, on a cette exception, et cette exception va mettre en place cette idée aussi d'une forme de culture qui est un peu figée dans le temps, puisqu'on va dire ils peuvent continuer à chasser, mais ils doivent utiliser les moyens qu'ils utilisaient jusqu'à présent, donc des pagaies, et la chasse ne doit pas évoluer. La difficulté, c'est que cette sentence ne liait pas les autres États, et donc la population des phoques a continué à décroître, puisque les autres États ont continué à chasser ces pauvres phoques. Et en 1911, on va avoir un traité qui va être adopté pour la préservation et la protection des phoques à fourrure, et qui va être signé entre le Japon, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie, et qui va interdire la chasse pélagique pendant 15 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'exception qui était dans la sentence, elle va être reportée dans le traité de 1911 et aussi en 1957 dans une convention. Et on reprend vraiment les mêmes dispositifs, c'est-à-dire il faut que ce soit des Indiens, des peuples autochtones qui chassent. Il y a la question de la méthode, donc les canaux. Voilà, il y a aussi la finalité. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que la chasse ne doit pas être à l'emploi d'autrui, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être réalisée pour ensuite remettre les peaux à un commerçant ou à d'autres acteurs. Donc là, on a vraiment une distinction qui s'opère entre différents types de chasse. Une chasse traditionnelle de subsistance, une chasse commerciale ou même sportive. Donc ces critères de distinction des chasses traditionnelles dans les exceptions, on va les voir varier avec des formulations qui oscillent entre différentes distinctions. Donc on peut avoir une dérogation en raison de la combinaison de plusieurs facteurs, l'identité des personnes susceptibles de s'en prévaloir,
ce qui pose des questions fondamentales, et on pourra revenir dessus pendant la discussion. La question de la finalité de la chasse, subsistance, commerciale, la façon dont elle est conduite avec les moyens. Et on va voir que généralement, on va avoir toujours cette idée de réserver les exceptions dans les instruments aux populations locales et aux peuples autochtones. Et pour vous donner d'autres exemples qui ne sont pas liés au phoque, pour que vous voyez vraiment que ces exceptions sont dans une grande variété d'instruments, on va l'avoir par exemple dans les instruments qui concernent les oiseaux. Donc on va avoir ce type d'exception, notamment dans la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs conclue entre les États-Unis et le Japon en 1972, avec une exception pour les Inuits, les Amérindiens et autres peuples autochtones. Et là, on a vraiment le problème de la question de l'identité ethnique qui va engendrer des questionnements complexes sur la définition du périmètre des communautés et des critères d'inclusion et d'exclusion des membres. Et on va avoir aussi tout un questionnement sur la déconnexion possible entre une identité ethnique et une tradition, et aussi sur la renaissance de pratiques culturelles. On a l'exemple de la chasse à la baleine. La chasse à la baleine fait l'objet d'un moratoire depuis 1982. Et on va avoir une exception dans le cadre du moratoire de la chasse à la baleine pour les chasses aborigènes de subsistance. Or, il y a une tribu amérindienne vivant dans l'État de Washington qui a utilisé cette exception pour raviver une chasse qu'elle n'avait pas pratiquée depuis plus de 70 ans. Donc là, on voit qu'il y a une discontinuité dans la culture, donc on peut se poser la question, est-ce que vraiment l'argument culturel peut soutenir cette exception ? On va avoir aussi, comme vous le voyez sur cette diapositive, des accords bilatéraux qui vont comprendre cette exception. Donc ici, on a la nécessité d'avoir une résidence locale, et on va avoir des finalités de la chasse qui vont encadrer l'exception avec les conditions d'alimentation, d'habillement ou de fin culturelle. On va avoir aussi la question des méthodes traditionnelles qui va être posée dans cet instrument lié à la conservation des ours blancs, avec une exception pour les peuples autochtones. Et cette exception pose problème parce qu'on a la possibilité pour les peuples autochtones qui vont avoir des quotas sur la chasse de pouvoir donner leurs quotas pour de la chasse sportive et touristique. Pour les baleines, on va rejeter l'usage de méthodes traditionnelles parce qu'on considère que les méthodes d'abattage modernes sont plus respectueuses du bien-être animal. Donc on va avoir toute cette question du bien-être animal qui va venir se greffer sur ces questions d'enjeux patrimoine naturel, patrimoine culturel, et qui va donner une complexité encore plus importante. Et souvent, on va avoir des limites qui vont être posées à ces chasses avec, par exemple, la nécessité que ça soit une utilisation durable. Ça peut être, par exemple, des quotas, comme c'est le cas pour la chasse des ours blancs au Canada. On peut avoir également des règles sur des saisons pour avoir un renouvellement des générations. Donc on va avoir une édification d'une approche intégrée de la protection du patrimoine culturel et naturel, et on va avoir des mécanismes qui favorisent la survie d'une espèce animale et des pratiques culturelles. Maintenant, je vais passer, avec le temps qui me reste, sur la question de la protection plus large de l'environnement. Et avec ici, vous avez un exemple de site du patrimoine mondial. Et au prime abord, la chasse va souvent être perçue comme un frein à la préservation de la diversité biologique, car elle diminue l'action de l'homme, par l'action de l'homme, le nombre d'individus d'une espèce animale. Et c'est vrai, plusieurs espèces animales ont été chassées jusqu'à leur extinction. Mais si on regarde bien, on voit que les premières formes d'aires protégées, c'était en fait des réserves de chasse. Et on va avoir par exemple en Angleterre tout le paysage qui va être sculpté par les pratiques de chasse au renard, où on va garder des petits bosquets pour que les renards puissent se reproduire et qu'on puisse les chasser. Donc la sauvegarde des pratiques cynégétiques traditionnelles implique la conservation de l'espèce animale dans son habitat. Et elle ne peut pas être sauvegardée en isolation de son écosystème d'appartenance, à moins d'être élevée, et ensuite, elle n'est plus sauvage.
Donc, on va avoir ce besoin de protéger les sites naturels. Et sous l'angle de la communauté, ce site naturel va être considéré comme un espace culturel sous l'angle du patrimoine culturel immatériel. Et l'accès à cet espace et l'utilisation de ces ressources sont essentiels pour la sauvegarde des pratiques culturelles et des pratiques synégétiques. Et on l'a vu précédemment, on va avoir un modèle qui va prévaloir en droit international, qui est celui d'exclure les êtres humains des parcs. Donc c'est le modèle de Yellowstone, avec cette idée que toute occupation humaine est incompatible avec la protection de la nature. Et la création d'aires protégées va parfois aboutir au déplacement forcé de communautés locales et de peuples autochtones. Or, si on déplace les peuples autochtones de leur terre ancestrale, on va avoir une perte de tradition culturelle, elles ne vont plus pouvoir maintenir leur mode de vie, et donc on va avoir une violation de leurs droits culturels. Et en tant que telle, en tant que violation des droits culturels, c'est une violation des droits de l'homme, et on va avoir plusieurs affaires qui vont mettre en lumière cette violation des droits culturels. Donc ici, vous avez les références. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est deux affaires qui concernent le Kenya, où on a eu un déplacement forcé de peuples autochtones qui était fondé sur la protection de l'environnement. Donc dans les deux affaires, on a eu une conclusion qui était que ce déplacement forcé violait le droit de participer à la vie culturelle en séparant les peuples autochtones de leur terre ancestrale. Heureusement, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, on constate une évolution des dispositifs de protection de l'environnement. Donc on s'éloigne du modèle de Yellowstone et on va arriver vers une intégration de l'usage traditionnel des ressources naturelles dans les zones protégées, notamment avec le programme sur l'homme et la biosphère lancé par l'UNESCO dans les années 1970. Et on va considérer que l'homme peut entretenir la nature et qu'il peut avoir un rôle bénéfique sur la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. Ici, vous avez un exemple du Maroc avec la biosphère de l'arganeraie, qui est donc liée à la culture de l'arganier et la production du argan. Et donc, progressivement, les instruments internationaux relatifs à la protection de l'environnement vont intégrer les peuples autochtones et les communautés locales comme des acteurs à part entière. Et on va pouvoir voir ça dans le patrimoine mondial avec une révision des orientations en 2015 qui va intégrer les populations locales et les peuples autochtones et exiger qu'ils participent au processus de patrimonialisation et qu'ils donnent leur consentement libre, préalable et éclairé pour toute inscription sur la liste du patrimoine mondial. Donc ça, c'est vraiment une étape importante parce que ce n'était pas le cas avant. Et on a eu des inscriptions de sites du patrimoine mondial où on a eu des déplacements forcés de populations locales. Donc on a cet enjeu qui est de reconnaître des droits d'usage. Et pour faire un pont très rapide avec le droit national, ici vous avez l'exemple du parc amazonien de Guyane. On va reconnaître aux communautés d'habitants des droits d'usage collectif et notamment des droits de chasse. Donc on a un mouvement, comme ça a été dit en ouverture par Vincent, on va avoir vraiment toutes les strates du droit international, droit national, qui vont prendre en compte le rôle de l'homme dans la nature et de ses pratiques culturelles dans la protection de l'environnement naturel. On va aussi avoir, et c'est pour conclure, le cas de paysage culturel. Donc, typiquement, le paysage culturel, c'est une notion qui est introduite dans le cadre de la Convention sur le patrimoine mondial pour faire la jonction entre patrimoine naturel et patrimoine culturel. Et ici, vous avez l'exemple d'un paysage culturel inscrit en 2018 qui a été forgé par les chasses. Et on a une reconnaissance en fait du rôle de la chasse dans la création d'un paysage. Alors, en revanche, il faut bien souligner qu'il y a un encadrement avec des quotas pour ces chasses, parce que ces chasses concernent des mammifères marins, et on a vraiment ce souci permanent d'avoir une durabilité dans la chasse traditionnelle qui est conduite dans ce paysage culturel. Donc voilà, à travers cet exemple, pour conclure, je voulais vraiment vous montrer qu'il y a cette possibilité d'avoir une confluence entre la protection des patrimoines naturels et culturels
et qu'elle peut se faire notamment par l'angle du patrimoine culturel et matériel ou l'angle des droits de l'homme à travers les droits culturels, et qu'on peut avoir une approche intégrée. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et j'ai hâte de discuter de nos deux cas. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que pour commencer, il y a des personnes dans la salle qui auraient des questions? N'oubliez pas, quand on vous passe le micro, s'il vous plaît, de vous présenter d'ailleurs avant de poser la question. Bonjour, Florian Dolady, élève conservateur du patrimoine. On a évoqué un peu donc ces phénomènes de parcs nationaux, de parcs régionaux, et très rapidement tout ce qui est patrimoine mondial de l'humanité. On a plusieurs exemples en France donc, qui font l'objet de classements UNESCO, comme le parc d'Écosse, par exemple, dans le sud de la France. Et en même temps, on a eu des exemples au niveau international de disparition de classements UNESCO suite à la dégradation du paysage. Il y a la question notamment du paysage des onyx dans le désert arabe. Est-ce qu'il y a un enjeu avec notamment le réchauffement climatique et la disparition de pratiques de pâturage, de préservation aussi de ces classements à travers les préservations du paysage en France? Je pense qu'on va répondre ensemble. Je vais commencer. Donc oui, alors pour l'Écosse et les Cévennes, c'est un paysage culturel. Donc on a la prise en compte de l'agropastoralisme pour le paysage culturel. Et on a aussi une inscription de la transhumance à laquelle la France a participé. Donc c'était une extension. Et la France a rejoint cette inscription fin 2023. Et si vous lisez le formulaire de candidature, on voit qu'il y a une préoccupation constante par rapport à la question de gestion des ressources naturelles communes, que ce soit l'accès à l'eau, les chemins ou encore les zones de pâturage. Et il y a toute une réflexion dans le plan de sauvegarde au niveau national, donc au niveau français, sur une approche bien commune des ressources naturelles essentielles à la transhumance. Donc oui, c'est une préoccupation qui est constante. Et d'ailleurs, l'UNESCO nous encourage dans les candidatures à toujours essayer de faire le pont entre patrimoine culturel et matériel et patrimoine matériel. Et les Écosse et les Cévennes, l'entente d'Écosse et des Cévennes a énormément participé à la candidature de la transhumance et fait partie des parties prenantes de cette inscription. Moi, je n'ai pas forcément quelque chose à ajouter sur l'agropastoralisme. En revanche, il y a des sites du patrimoine mondial qui sont des glaciers, voilà, qui sont en train de tranquillement fondre. Donc, il serait intéressant de voir à quel point, en fait, voilà, la transformation de ce paysage met à mal les critères initiaux pour lesquels ont été classés ces paysages. Même si aujourd'hui les périmètres des sites sont quand même très vastes, il me semble. Et donc, voilà, je pense qu'il y a peut-être une manière de rééquilibrer aussi l'intérêt d'un site malgré la dégradation de certains de ces espaces. Mais voilà, ce serait peut-être intéressant de regarder, en tout cas pour le cas de l'Europe. Dans les Alpes, il y a un site qui est classé en Suisse, Jungfrau et Aletsch. Après, voilà, c'est vraiment des très grands glaciers, mais c'est vrai que c'est initialement pour cette raison-là qu'ils ont été classés. Donc, Et de façon générale, le changement climatique, c'est des enjeux, c'est un enjeu qui est vraiment transversal et qui doit être pris en compte à la fois dans le patrimoine mondial, dans le patrimoine culturel et matériel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que la question du patrimoine est en train de rentrer dans l'arène du droit international du changement climatique, avec la proposition l'année dernière de la création d'un groupe d'États sur les enjeux culture et patrimoine, pardon. Donc on a une pollinisation croisée.
Bonjour, Marielle Guinguénaud, donc élève conservatrice du patrimoine en archéologie. Moi, j'ai une petite question par rapport à la création des parcs nationaux dans les années 50. Agathe, tu mentionnes qu'il y avait certains défenseurs qui voulaient que ça devienne des parcs culturels. Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse ou pas, mais quels auraient été les freins à ce qu'ils deviennent des parcs culturels? Il me semble que la tendance a quand même tendance à changer, excusez-moi. Mais dans les années 50, qu'est-ce qui a freiné ce développement? En fait, je pense qu'ils sont advenus en tant que parcs culturels tels que les défenseurs le voulaient, à savoir en fait des espaces qui ont permis de maintenir en fait les populations sur place et de limiter l'exode rural. En fait, c'était plutôt ça la question, de maintenir finalement une forme d'habitat, aussi des habitats traditionnels, le maintien de l'agropastoralisme, des langues régionales dans le cadre de ces parcs. Et je pense que justement la mise en tourisme qui a été mise en place avec notamment la Vanoise et les Écrins a permis aux habitants de rester avec un nouvel essor économique aussi. Donc c'est plutôt en ce sens. Après, voilà, comme je disais, c'était parfois aussi une vision un petit peu folklorisante de ces populations où finalement on n'a pas forcément soutenu toute la diversité culturelle existante. Et pas forcément non plus dans une vision très dynamique de cette culture-là, mais plutôt l'idée de la figer en fait dans un idéal qu'on imaginait en train de disparaître justement. Et ce que je disais aussi dans les freins, en fait, c'est que véritablement, quand on regarde les moyens humains qui étaient dédiés à ces parcs et les tutelles, etc., en fait, c'était vraiment pas il n'y avait pas trop de moyens humains en sciences sociales ou pour finalement aller étudier ces cultures véritablement avec les outils qui naissaient à l'époque, avec les outils de l'ethnologie, etc. Donc c'est en ça que je disais qu'il y avait quand même une forme de limite là-dedans. Mais en tout cas, tel qu'il a été créé, le parc de la Vanoise, il était considéré comme un parc culturel. En tout cas, il y avait une forme de compromis sur l'ensemble de ces critères. Bonjour. Pierre Fallou, élève conservateur du patrimoine aussi. Vous pointiez tout à l'heure du doigt le fait qu'on avait encore dans les parcs nationaux notamment un manque de prise en compte des enjeux du patrimoine culturel. Question un peu provocante et je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on ne peut pas s'en réjouir parce que justement dans la mesure où aujourd'hui on documente bien le fait que l'activité humaine peut avoir une pression sur les environnements, que cette prise en compte ça peut aussi être lié à des développements touristiques et voilà, est-ce que pour le bien de ces espaces, est-ce qu'on ne peut pas s'en réjouir? Et sinon, comment est-ce qu'on résout cette contradiction? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Qu'est-ce qui se cache derrière la culture au final dans ces parcs nationaux? C'est sûr qu'en fait, il y a un fort intérêt à préserver des espaces qui ne doivent pas être fréquentés par l'homme en fait. Et d'ailleurs, dans ces parcs nationaux, il y a aussi des réserves biologiques intégrales aussi qui sont réservées aux usages scientifiques et avec des études sur la régénération libre finalement, sans intervention humaine, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres secteurs de ces parcs où il y a finalement une forme de contrôle aussi dans l'évolution de la biodiversité qu'on veut y voir. Donc ça, c'est évidemment une bonne chose, mais derrière, ça doit pas. En fait, il y a aussi un problème, une limite de ces aires protégées, c'est que finalement, on va protéger certains espaces et en finalement se donnant bonne conscience pour ne pas protéger le reste. Et finalement, il y a aussi là une forme de paradoxe, qu'on peut noter. En ce qui concerne les aspects culturels de ces parcs, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même des aspects plus anthropologiques qui pourraient être développés ou historiques finalement sur l'histoire de l'occupation de ces sites qui en fait ne sont pas juste des espaces sauvages finalement sans l'homme. Et c'est ça aussi qu'on peut reprocher finalement
à cette vision très sublime en fait de la nature, c'est d'en exclure complètement les usages humains, pas forcément les usages touristiques, mais finalement en plus les usages historiques, l'histoire des migrations, la vision de, pour parler des montagnes, plus d'écoles comme des lieux de passage, des lieux d'échange culturel, etc. Et ces aspects-là en fait sont assez peu mis en valeur et documentés. Après, il y a pas mal de choses qui se font aujourd'hui plutôt sur l'histoire des sciences en montagne et montrer que tel sommet a permis de faire les premières mesures de tel phénomène. Donc ça, c'est aussi un axe intéressant. Et puis je pensais à autre chose, c'est aussi, alors bon là pareil, c'est un petit peu utopique d'imaginer que ça puisse être traité dans un parc national, mais c'est comment est-ce qu'on peut expliquer aussi au public que justement cette vision de la nature très sublime, très sauvage, une construction sociale, et finalement parler de cette distinction entre nature-culture qui est une vision très occidentale des paysages. Et c'est justement, il y a un chercheur qui est intéressant, qui est Bernard de Barbieux, justement, on en parlait quand on a monté l'intervention, qui a travaillé sur le Mont Blanc et une candidature en fait qui est en cours pour le patrimoine mondial, et qui disait que peut-être une des valeurs universelles exceptionnelles qu'on pouvait mettre en avant, c'était que ces paysages-là ont été le lieu de la construction de la distinction entre nature et culture en fait en Occident. Enfin, on fait partie de ces paysages un peu typiques dans lesquels on a dissocié les choses, quoi. Voilà, c'est plutôt ces pistes-là, mais qu'on retrouve plus dans les PNR, je pense, aujourd'hui. Mais pour ajouter quelque chose, il ne s'agit pas, quand on valorise la culture qui est présente dans un parc, il ne s'agit pas toujours de mise en tourisme. C'est reconnaître des pratiques pour la communauté. Dans une démarche de patrimoine culturel matériel, on va reconnaître quelque chose qui se déroule déjà dans le parc, et c'est un outil qui est au service de la communauté. Par exemple, les savoir-faire chaumiers dans le parc naturel du Morbihan, ça ne fait pas l'objet d'une mise en tourisme, par exemple. Mais en revanche, ça a un impact important d'avoir une reconnaissance patrimoine culturel matériel, parce que ça permet déjà pour le patrimoine bâti, mais aussi pour les ressources naturelles nécessaires à la mise en œuvre de ces savoir-faire. Donc, il ne faut pas non plus être dans cette idée de on va faire des écomusées, tout le monde va mettre un costume traditionnel et danser à l'arrivée des touristes à l'été. C'est pas ça la logique derrière. De la même façon, quand on reconnaît des pratiques d'irrigation traditionnelles, la mise en tourisme est pas énorme. Bonjour, Alix Vincent, doctorante en droit public à l'ISP. Merci beaucoup pour vos présentations. J'avais une question relative à l'orientation de 2017 dont vous parliez sur la mise en œuvre de la Convention UNESCO sur le patrimoine mondial. Comment est-ce qu'il est prévu dans le texte la manière dont va s'organiser ce droit de participer, parce que les communautés autochtones et les minorités ont plusieurs fois soulevé justement cette absence de concertation dans le processus d'inscription sur les listes du patrimoine mondial organisées par la Convention. Alors, ce n'était pas du tout pris en compte en 72, et c'est récent, hein. Finalement, on voit, c'est la révision des orientations, c'est 2015, ça a été un processus assez long et qui a été mené notamment par des pressions extérieures à l'UNESCO, notamment l'UICN. Donc maintenant, avec cette disposition dans les orientations, l'idée c'est qu'à partir du moment que c'est dans les orientations, notamment ICOMOS et l'UICN doivent le prendre en compte dans leur évaluation des sites. Donc les États doivent normalement mettre en place des processus de consultation, de participation, et montrer qu'il y a un consentement libre, préalable et éclairé qui a été recueilli des peuples autochtones. Bien sûr, la difficulté, c'est qu'après, on arrive dans l'enceinte d'une organisation internationale qui est menée par les États, et on va avoir des décisions qui peuvent être diplomatiques, où on peut avoir un éloignement par rapport de la pratique par rapport à la théorie, et des inscriptions qui ne sont peut-être pas aussi vertueuses qu'on pourrait le souhaiter. Mais l'évolution est présente, et elle est prise en compte par les États.
c'est une évolution lente. Je pense qu'elle bénéficie en partie du regard et de l'évolution dans le domaine du patrimoine culturel et matériel, puisque le consentement et la participation étaient dès l'origine dans la Convention de 2003. Donc je pense que sur ce point, la Convention de 72 aurait des choses à apprendre de la mise en œuvre de la Convention de 2003. Après, sur les questions de participation, la meilleure chose, c'est de se reporter à tout le droit dérivé de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, où on a eu des documents, des rapports sur le droit de participation, sa mise en œuvre, le principe de consentement libre, préalable et éclairé. Donc voilà, ce qu'il faut espérer, c'est que les différents acteurs regardent ce qui se passe dans les autres forums. Bonjour, donc Clémentine Pernaud, élève conservatrice du patrimoine. Vous avez évoqué à plusieurs moments une distinction entre une approche préservationniste et une approche plutôt conservationniste, si j'ai bien suivi. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette distinction, parce que je ne suis pas sûre de l'avoir complètement comprise. Peut-être qu'on peut répondre à deux aussi. L'approche conservationniste, en fait, elle vise à combiner des usages humains dans des espaces qu'on va protéger en ayant une vision plutôt de gestion de la ressource qui va être raisonnée, mais tout de même avec des finalités économiques derrière. Et ce courant, il a beaucoup été porté par, en France, l'administration des eaux et forêts, mais dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, par les équivalents, avec bien sûr du coup une transformation du paysage quand même qui peut être induite par des espèces qu'on va planter qui vont être plus productives, ou peut-être la chasse aussi, ça rentre aussi dans cette idée de conservation. Donc voilà, des usages humains ou par exemple l'agropastoralisme aussi, je pense que ça rejoint cette idée-là. Et le préservationnisme, c'est plus l'idée de laisser la nature en libre évolution, sans intervention humaine, voire même sans accès humain parfois. Et l'idée plutôt vraiment d'un intérêt biologique pur de la nature pour elle-même, en fait. Et je pense que ça rentre on pourrait dire presque dans des idéologies, c'est-à-dire il y a une idéologie avec une représentation de la nature sans être humain et une séparation de l'homme par rapport à la nature. Donc l'homme ne serait pas un animal. Et par exemple, en France, on n'a plus de forêt primaire. Donc la nature sauvage, jamais touchée, en tout cas dans l'Hexagone. Mais ça, c'est un fantasme. Et le problème, c'est que derrière cette idéologie, parfois, il y a cette idée finalement que des espaces naturels n'étaient pas occupés, alors même qu'ils étaient occupés par des peuples autochtones ou des populations locales qui avaient une action sur la préservation des ressources naturelles. Et ça, c'est un vrai problème, par exemple, avec les questions des feux, les méga-feux en Amérique du Nord, où on voit qu'il y a eu des pratiques qui ont été interdites qui consistait à faire brûler le sous-bois pour éviter d'avoir des méga-feux. Et parce que c'était cette idée finalement que la forêt, elle va se réguler par elle-même, etc. Il n'y a pas besoin de l'action de l'homme pour réguler la forêt. Or, il y avait des populations autochtones qui, par le passé, mettaient le feu pour brûler le combustible. Et c'était des feux dirigés en hiver et contrôlés pour éviter des grands feux l'été. Donc maintenant, on est en train de revoir, en fait, on redécouvre des pratiques traditionnelles de préservation de la nature. Donc voilà, c'est un peu des mouvements de balancier. Bonjour, Iris Martinez, doctorante donc à l'Université Paris-Saclay et à l'École du Louvre. J'avais une question particulièrement sur les pratiques autochtones liées à la chasse, donc avec tous les exemples que vous avez pu aborder. Et à chaque fois, effectivement, à la fin, pas à la fin, mais un des critères que vous avez soulevé, c'était la question de la finalité de ces chasses, de ces exceptions. Et par exemple, dans le dernier exemple, sur la Guyane, il y avait marqué la finalité culturelle. Et donc culturelle, moi je l'entends aussi d'un point de vue donc artistique.
Mais est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'on peut englober dans ces finalités la question de la diffusion de leur art? Parce que c'est vrai que je pense tout de suite, par exemple, aux populations inuites qui réalisent encore beaucoup d'œuvres artistiques en vertèbres de baleines ou autres. Et est-ce que ces exceptions permettent justement la diffusion de leur art dans leur État, qui réglemente, mais peut-être également en dehors de ces frontières? Oui, alors ça c'est un gros problème parce qu'on va avoir donc ces exceptions qui vont permettre par exemple de faire des produits artisanaux, etc. et de maintenir des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Mais on va avoir après des dispositifs qui ne font pas partie du droit de la culture ou du droit de l'environnement, qui sont des dispositifs de protection des espèces dans le commerce. Donc on peut penser par exemple à l'ivoire. Aux États-Unis, ils ont une loi sur la protection des mammifères marins qui prévoit une exception pour les peuples autochtones, pour l'ivoire, des morses et aussi des vertèbres, etc. Or, il y a certains règlements qui ne permettent pas de vendre des objets qui comportent ces matériaux. Et il y avait eu notamment ce problème qui avait été soulevé sur, je ne sais pas si vous voyez, Etsy, donc, qui est une plateforme en ligne pour vendre des produits artisanaux, etc. Et donc il y avait des Inuits qui fabriquaient des produits, ils ne pouvaient pas les vendre parce que dans les conditions générales de vente, il y avait une interdiction de ces produits, etc. Et donc il y a un dialogue s'est noué, mais c'est vrai que c'est un vrai problème d'avoir une fragmentation en droit de ces enjeux. Après, théoriquement, si on est dans une pratique culturelle traditionnelle, l'objectif est de ne pas devenir une multinationale et d'arroser l'ensemble de la planète et de faire des exportations massives de ces produits. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre en balance les deux. Bonjour, Élie Kounlivong, historienne des jardins. J'aurais aimé savoir le choix de Madame Frochot pour la première protection. Vous énoncez Fontainebleau. Moi, je pense à l'ordonnance de Brunoy de 1346, qui est bien plus ancienne. Il y a quand même 500 ans qui séparent, où l'émergence écologique était déjà là. Et je voulais savoir, est-ce que c'est parce que pour vous, culturellement, c'est trop loin de la chasse à proprement parler ? En fait, c'est aussi lié à ma période de spécialisation en histoire qui est plutôt moderniste et 19e. Et effectivement, on aurait pu remonter plus loin, mais l'idée, c'était aussi de lier cela avec l'émergence de la protection des monuments historiques. Et je pense qu'il y avait une unité aussi au 19e sur une dynamique croisée entre les deux. Mais effectivement, c'était un choix qui pourrait être... distinct dans une autre présentation. Merci. Bonjour, Simon Olivier de Camas, élève conservateur. Il y avait un très bon livre de Guillaume Blanc sur le colonialisme vert il y a quelques années qui parlait de la manière dont on avait tendance à considérer les parcs naturels comme plus ou moins naturels et plus ou moins culturels en fonction de s'ils sont situés en Occident ou dans les pays du Sud. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Est-ce que, alors que ce soit peut-être pour Lily Martinet sur les différences de traitement entre la France et l'étranger, puis pour Agathe Frochot entre peut-être, je sais pas, la métropole et les Outre-mer, est-ce que vous avez un regard sur ces différences d'appréciation? Alors, je pense que c'est compliqué parce que on est clairement, il y a des différences d'approche et de conception et on n'est pas des êtres vierges de tout bagage culturel donc on voit qu'il y a vraiment des approches différentes en fonction du lieu où on se trouve. En Europe, typiquement, on va avoir la culture va être mise en avant. Et les affaires de déplacement forcé de population, on va les retrouver souvent sur le continent africain. On va avoir le cas notamment en République démocratique du Congo,
Mais il y a aussi quelque chose de plus pernicieux parce qu'il y a des acteurs dont on n'a pas encore vraiment parlé. Il y a les ONG. Et les ONG jouent un rôle. Et on a notamment le cas d'une ONG qui était impliquée dans la création d'un parc en Afrique et qui, dans ce processus de préservation de la nature, etc., finalement avait mis en place un système avec des gardes qui contrôlaient les populations locales et des déplacements forcés et des restrictions sur l'utilisation de la nature. Donc on a aussi cet effet pernicieux que beaucoup d'ONG sont occidentales, sont situées dans le nord global et ont des actions dans le sud global et viennent avec des conceptions de la nature qui ne sont pas les mêmes par rapport à la nature qu'ils peuvent avoir sur leur territoire d'appartenance d'origine. Donc ça, c'est vraiment un problème de fond, mais il y a des prises de conscience au niveau de l'Union européenne, par exemple. Il y a eu des financements qui ont été retirés à des ONG au regard justement d'une mauvaise gestion du soutien, puisqu'il y avait une absence de prise en compte des populations locales. Donc malheureusement, c'est quelque chose souvent qui va se faire par le biais de la caisse de résonance médiatique. C'est-à-dire que l'affaire va prendre de l'ampleur. Parfois, ça va être grâce à des ONG qui vont œuvrer dans le cadre des droits de l'homme, des droits des populations autochtones. Mais ça pose vraiment une question aussi de tout ce qui est décolonisation et du regard qu'on peut porter sur le patrimoine. Et puis la question des équilibres de pouvoir au niveau de la communauté internationale et comment ils se traduisent au sein des organisations internationales. De mon côté, je serai beaucoup plus brève. Il y a des travaux intéressants en histoire qui ont été produits par Adèle Selmy sur le cas des colonies françaises en fait entre 1900 et 1940, sur justement aussi des visions un petit peu opposées qui se sont développées entre le parc, donc plutôt avec un aspect culturel qui visait à constituer en fait des réserves de chasse aussi pour les colons, et une vision plus naturaliste qui s'est développée grâce des scientifiques du Muséum national aussi qui ont pu mettre en place des réserves intégrales à ce moment-là. Et ces deux modèles en fait ont aussi beaucoup influencé la manière dont on a constitué les parcs nationaux après-guerre. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont un peu compliqués, mais je pense que la France a dans ces années-là, je pense développer des visions différentes aussi dans les colonies et qui sont très très instructives. Je ne sais plus sur quel pays avait travaillé Guillaume Blanc, mais je connais moins ce sujet malheureusement. Merci beaucoup. Agathe, vous avez présenté beaucoup la conception en France de la protection de la nature entre conservationnisme et protectionnisme, notamment lié à la notion d'État-nation. Est-ce que, la question est valable aussi pour Lily, par hasard, vous auriez des exemples d'autres pays où ces conceptions-là auraient évolué différemment, en lien ou non avec la construction d'un État-nation? Je pense par exemple à l'Italie ou peut-être d'autres pays européens, mais pas seulement. Je t'en prie, Agathe. Je connais moins les autres pays, mais après, c'est vrai que j'avais travaillé un petit peu sur la Suisse aussi. Et en fait, en Suisse, on a aussi des monuments naturels qui ont été beaucoup utilisés dans la construction de l'identité nationale, et notamment des blocs erratiques dans les années entre 1860 et 1900 qui étaient on a compris pourquoi ces blocs de roches étaient là par des nouvelles théories géologiques qui ont été mises en avant, et il y a eu beaucoup de et ces blocs ont représenté une grosse quantité de matériaux exploitables pour de la construction, etc. Et en fait, il y a beaucoup d'associations qui se sont mobilisées pour les conserver, plus pour des raisons historiques que scientifiques.
et qui montre aussi qu'il y a une vraie imbrication enfin, dans la vision très, très culturelle qu'on peut projeter dans des paysages voilà, à ce moment-là. Mais après, pour la suite, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des vraies différences entre ces pays-là, mais je ne les connais pas précisément. Merci beaucoup. Si les personnes dans la salle veulent rebondir, n'hésitez pas. Et sinon, si on reste un petit peu en France, est-ce que vous connaissez des cas concrets de liens professionnels entre des acteurs de la conservation du patrimoine culturel et naturel à l'heure actuelle? Oui, bah justement, j'ai pas trop parlé justement des pratiques professionnelles et de la manière dont les conservateurs du patrimoine peuvent aussi se saisir de ces croisements avec le patrimoine naturel notamment, mais j'avais rencontré un dispositif assez intéressant que certains d'entre vous connaissent d'ailleurs au département de l'Isère, où finalement il y a voilà, dans plusieurs musées départementaux des parcs et jardins qui entourent les bâtiments des musées, qui sont aussi beaucoup investis pour leurs valeurs biologiques et où justement il y a des dispositifs de médiation autour de la faune, de la flore qui ont été mis en avant avec le MNHN. Et inversement, on a demandé aussi voilà, une expertise, il y a une expertise plus culturelle qui s'est développée sur des sites protégés dans le département qui sont les espaces naturels sensibles, qui sont des protections qu'on retrouve dans d'autres départements, enfin dans tous les départements en France, mais qui sont souvent vus plutôt que par le biais voilà, naturaliste. Et en Isère, voilà, on a demandé à ce que justement on puisse parler aussi de l'histoire de l'occupation de ces sites d'un point de vue archéologique, d'un point de vue architectural, et aussi des pratiques voilà, d'agropastoralisme notamment. Donc voilà, c'est des dispositifs intéressants, mais il en existe beaucoup d'autres voilà, que je connais moins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même... cette vision intégrée, elle a quand même bien influencé les pratiques professionnelles actuelles, et même dans les musées, on pense de manière beaucoup plus décloisonnée qu'auparavant les liens entre les différents types de collections, et notamment pour les collections d'histoire naturelle qui sont de plus en plus mise en contexte historique avec d'autres fonds qui peuvent être présents dans un même musée ou dans une collectivité. Donc ça, c'est très positif. Il y a plusieurs exemples voilà, de ce type qui se développent en ce moment en France, hein, mais j'avais travaillé notamment dans la ville du Mans. Là, il y a un projet intéressant sur le carré Plantagenet qui vise voilà, à raconter une histoire culturelle et naturelle du territoire du Mans, et en mettant en regard voilà, ces collections-là. Donc c'est, je pense voilà, très marqué aujourd'hui dans les pratiques professionnelles. Alors moi, je peux rajouter pour le patrimoine culturel et matériel. Nous on travaille avec la Fédération des PNR. Donc, on a un soutien et on a réalisé plusieurs fiches d'inventaire dans des PNR. Et on a aussi des acteurs qui sont plutôt rattachés au patrimoine naturel qui ont accompagné des fiches d'inventaire, notamment l'ONF pour la chaîne concernant la fuite irrégulière de chênes. Donc là, l'ONF a été vraiment un acteur majeur. Et on a un point, je pense, qui est important pour vous, c'est la prise en compte actuellement du développement durable dans le cadre du patrimoine culturel et matériel, qui est en train de prendre une dimension très importante, puisque les États doivent démontrer pour une inscription sur la liste représentative en quoi l'élément du patrimoine culturel et matériel contribue à la réalisation de domaines du développement durable. Donc ça axe l'ensemble des candidatures vers des enjeux de développement durable qui vont au-delà de l'environnement, hein, bien sûr, mais qui prennent en compte la question environnementale. Et donc là, on a vraiment un changement de réflexion sur l'ensemble du patrimoine culturel et matériel. Voilà. Moi, j'avais une petite question
au sujet de cette prise en compte de la durabilité. Vous avez bien montré que c'est quelque chose qui existe depuis les années 2010. Est-ce qu'on a déjà une idée des effets que la prise en compte de la durabilité dans les inscriptions au titre du PCI a pu avoir sur certains environnements naturels? Alors, on va pas avoir une vision, on va avoir une vision négative, on va pas avoir une vision positive, c'est-à-dire qu'on va avoir des refus de reconnaissance en raison de l'incompatibilité avec l'exigence d'un développement durable. Donc, c'est-à-dire on ne va pas avoir de patrimonialisation parce qu'on ne rentre pas dans ce cadre. Mais ce qu'on va avoir de façon positive, où je ne vais pas pouvoir conclure en vous disant oui, ça a un effet positif sur l'environnement, c'est on voit de plus en plus d'inscriptions d'éléments qui ont un intérêt pour la préservation de la nature. Je pense à l'art de la construction en pierre sèche, tous les savoir-faire liés à l'irrigation, la transhumance par exemple aussi, ça permet de préserver des espaces. Le radelage, une technique pour... Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le radelage. Non. Alors, le radelage, c'est une technique pour transporter du bois sur l'eau. Voilà. Et on a de plus en plus d'acteurs, de représentants de communautés qui nous contactent avec des pratiques qui ont un aspect vraiment développement durable, avec par exemple... j'ai été sollicitée récemment au sujet d'une candidature liée à mener le cheval au cordeau qui permet de faire des débardages avec les chevaux ou de faire des travaux agricoles avec un cheval et donc avoir une empreinte carbone plus basse et éviter d'avoir des produits et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a aussi un changement dans la façon d'approcher le patrimoine culturel et matériel. On est un peu parti du carnaval, de la fête, vers des pratiques... qui ont une dominante développement durable. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que dans cette mouvance, vous auriez par exemple des exemples de PNR actuels, soit qui ont été créés il n'y a pas forcément très longtemps, soit qui seraient en cours de création, ou qui auraient appuyé justement une candidature à l'inscription de l'inventaire PCI en France? Des exemples un peu concrets à expliciter? Alors, on a l'exemple des savoir-faire chaumiers que j'ai cité précédemment. On a notamment toute une série de fiches réalisées dans le PNR des Bauges. Et on a eu tout un programme avec la Fédération des PNR et l'IREST. Donc je vois Aurélie dans la salle qui a participé, Aurélie Contevaux, qui a justement mis en place ce partenariat avec des étudiants qui ont été dans les PNR et qui ont réalisé des fiches d'inventaire, dont certaines sont en cours d'instruction. On a également plusieurs PNR qui sont impliqués dans une candidature au registre des bonnes pratiques de sauvegarde de l'UNESCO liée au patrimoine alimentaire alpin. Donc c'est la suite d'un projet européen qui s'appelait Alpine Foodways et qui est en train d'évoluer dans une candidature multinationale avec la Suisse, l'Italie, la Slovénie et la France sur les bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine alimentaire alpin. Et les PNR sont moteurs dans la démarche. Et c'est vraiment... Moi, j'ai été à une journée de travail en atelier. Et ce qui est intéressant, c'est que les PNR ont un contact avec les personnes sur place, etc. Donc, on a eu un atelier, par exemple, avec une personne qui produisait des châtaignes, une autre qui faisait des cueillettes de plantes sauvages, etc. Donc, ça, pour nous, c'est très utile parce que ça permet de toucher tout de suite les acteurs, ce qui n'est pas évident quand on a des personnes, des individus qui viennent nous voir avec une candidature et qu'on a le besoin d'identifier les membres de la communauté. Et est-ce que dans le cadre de cet accès au terrain plus facile, vous mettez aussi en place des collaborations avec d'autres acteurs en fait, de conservation du patrimoine culturel, mais plutôt matériel? Je pense notamment à tout ce qui est inventaire du patrimoine bâti, du patrimoine vernaculaire ou même de l'archéologie. Alors,
Oui, on a dans les fiches d'inventaire, on a une section qui est consacrée au patrimoine bâti déjà, où on invite les communautés à lister tout le patrimoine bâti qui est lié à leurs pratiques immatérielles, et on a énormément de musées qui sont impliqués dans des démarches de sauvegarde. Donc ça peut être des écomusées. Après, c'est la grande difficulté, c'est qu'en France, on a quand même des cloisonnements importants, et on a des difficultés à avoir des approches qui soient transversales, et la prise en compte du patrimoine culturel et matériel, elle est très récente. Donc on a énormément de reconnaissances où il y a du patrimoine culturel et matériel associé, mais comme c'est des reconnaissances de patrimoine bâti, en fait le PCI n'était pas pris en compte à l'époque. Mais c'est en train de changer. Oui, parce que je pensais par exemple à l'exemple du Radelage, où je sais qu'il y a une préfiguration de PNR dans le Comminges, où ils avaient fait appel à des archéologues pour par exemple réaliser de l'archéologie expérimentale sur les techniques traditionnelles de radelage dans les Pyrénées. Je pense aussi à des exemples comme ça. Alors, le radelage, la France n'était pas parmi les États, mais il y a du radelage en France, oui. Mais justement, il ne tient qu'à vous, en tant que futurs professionnels, et vous êtes déjà des professionnels, d'avoir cette approche et de se dire « Ah, il y a une dimension patrimoine culturel et matériel », et nous, on est toujours ravis quand on est contacté et qu'on nous dit il y a cette pratique, nous on a ce patrimoine bâti, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ? Et même la dimension archéologique, c'est quelque chose qui est sous-investi actuellement dans le domaine du patrimoine culturel et matériel. Oui, après c'est vrai que parfois ça peut être difficile à rejoindre, parce que typiquement, là ils faisaient appel à l'archéologie expérimentale puisque la tradition n'existait plus. Donc ça peut être parfois un peu délicat de joindre les deux. Est-ce que la salle a d'autres questions par hasard ? Une dernière question alors peut-être. On a parlé des pratiques de chasse et donc on a vu plusieurs exemples. Donc ici on a un exemple inuit. On a aussi vu vous avez évoqué la tradition des corps de chasse. On a une histoire qui est très différente quand même entre les chasses, donc on va dire les communautés autochtones des Amériques par exemple, où c'est une activité communautaire. Et l'histoire de la chasse en Europe, qui est l'histoire quand même d'une confiscation progressive des forêts et du milieu environnemental par donc la noblesse d'abord. Et puis aujourd'hui encore, on sait que les pratiques comme la chasse à courre, c'est une pratique qui est majoritairement urbaine, avec des pratiquants très riches qui n'habitent pas le lieu où ils vont pratiquer leur chasse. Est-ce qu'il y a vraiment un parallèle qui se développe entre les deux et qui permet une patrimonialisation progressive et qui pourrait permettre une patrimonialisation en France de ce genre de pratique? Et est-ce que c'est souhaitable pour la culture en fait, comme pour l'environnement? Alors en France, on n'a qu'une seule. En fait, on a deux pratiques synégétiques qui ont été reconnues. Il y a la fauconnerie et le rôde le guêpe, qui est une pratique de chasse de larves de guêpe à La Réunion. Et on a une position par rapport aux exigences de développement durable à ne pas prendre en compte des pratiques synégétiques qui ne seraient pas dans le cadre d'un développement durable et qui ne seraient pas traditionnelles et associées à une communauté. Alors certes, il y a la chasse à courre en France, mais il y a aussi des chasses traditionnelles. Hein. Il y a la chasse à la palombe, il y a énormément de chasses traditionnelles. Mais d'un point de vue vraiment l'art musical des sonneurs de trompe, c'est les sonneurs de trompe, c'est ce qui a évolué à partir d'une chasse, mais c'est pas la chasse à courre qui a été reconnue. Hein. Parce que dans l'inscription, il y a des États où la chasse à courre est interdite, notamment en Belgique et au Luxembourg. Donc c'est une pratique qui a évolué d'eux. Mais en inscrivant l'art musical des sonneurs de trompe, on n'a pas inscrit la chasse à courre. Je pense qu'il faut vraiment faire cette distinction. Et moi, ce que je vous ai présenté, c'était très rapide. Hein. Je n'ai pas pu rentrer dans le détail, etc. Mais il y a des chasses traditionnelles qui sont interdites en France. Hein. L'ortolan, par exemple, vous ne pouvez plus chasser l'ortolan, même si c'était une chasse traditionnelle, etc. Il n'y a pas d'exception, parce que c'est une espèce en voie de disparition.
Donc je pense qu'il faut vraiment, et il faut prendre en compte que le critère en droit international, c'est quand même une chasse qui fait partie d'un mode de vie. Donc je ne sais pas si la chasse à courre fait partie d'un mode de vie. Je ne pense pas que c'est une chasse de subsistance et qu'en soi on peut considérer voilà, qu'elle contribue à la survie de l'identité culturelle de certaines personnes. Mais bien sûr, c'est un sujet qui est très litigieux et dans lequel il faut avoir la plus grande nuance possible. Je vous remercie. Nous allons nous arrêter là, puisqu'il est 11h30 et donc nous avons désormais 15 minutes de pause avant d'entamer la deuxième session. En fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient dédiés aux questions.